Bonjour, nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 et aujourd'hui je vais m'efforcer de répondre à la question: l'intelligence artificielle existe-t-elle? Voilà. Il se fait que c'est un domaine dans lequel je travaille en ce moment. J'ai été chercheur officiellement en intelligence artificielle de 1987 à 1990. En 1990, le programme sur lequel je travaillais s'est interrompu. J'ai eu l'occasion de raconter ça ailleurs. Et il se faisait qu'à cette époque-là, il y avait un banquier, M. Jean-François Casanova, à la Banque de l'Union européenne, qui m'avait rencontré déjà à plusieurs reprises à la suite d'émissions que j'avais faites pour France Culture sur le thème de l'intelligence artificielle, à la demande de Mme Laure Adler, les débuts magnétiques. Monsieur Casanova avait écrit à France Culture, j'avais reçu la lettre, il m'avait invité à déjeuner plusieurs fois et il m'a proposé de venir travailler avec lui. Et il s'est fait qu'un jour, voilà, nous sommes chez Drouan, c'est pas pour décerner le prix Goncourt, c'est parce que c'est au bout de la rue où il travaillait et où je travaillerai ensuite, la rue Gaillon à Paris. Et je lui dis à ce moment-là, bon, j'ai pu voilà, mon programme se termine. Il dit formidable, maintenant le moment est venu de venir travailler avec moi. Bon, et ce que je fais, je travaillerai dans ce domaine-là pendant 18 ans. Et l'idée, c'est que je vais appliquer les techniques de l'intelligence artificielle dans la finance. Et au cours des 18 années où j'ai travaillé dans la finance, je n'ai pas utilisé de techniques d'intelligence artificielle. Alors en quelques mots, je vais vous dire ce que j'ai fait quand même, parce que tout ça, l'idée quand même, c'était de me faire venir pour que j'utilise des techniques pointues, pour lancer d'abord des choses qu'on appellera ensuite le high frequency trading, le trading à haute fréquence, ensuite des programmes voilà, d'attribution automatisée de prêts immobiliers, ce que j'ai fait chez IndyMac en Californie, à Pasadena. Enfin bon, des choses de cet ordre-là. J'ai été spécialiste des modèles financiers, de leurs tests, de leur validation, des choses de cet ordre-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 18 ans? Au lieu de faire de l'intelligence artificielle, je vais le dire quand même en quelques mots, j'ai par exemple j'ai pris ici 3 livres que j'ai beaucoup utilisés, en blanc qui s'appelle Modeling Biological Populations in Space and Time. C'est en particulier, j'ai trouvé dans ce livre le modèle de Lotka et Volterra. Enfin non, je reconnaissais l'existence, mais là il y a une description très très précise que je pouvais implémenter, comme on dit, c'est-à-dire véritablement le transformer en programme. Le rapport entre les vendeurs et les acheteurs, j'ai pu le modéliser comme étant un rapport entre la proie et le prédateur, et ça marchait très bien. Quand j'ai parlé l'autre jour d'un monsieur qui est milliardaire maintenant et que j'ai posé la question en rigolant un peu de savoir s'il n'avait pas fait une partie de sa fortune grâce à des choses que j'ai inventées, en fait, en réfléchissant par la suite, oui, c'est vraiment bien possible. J'ai utilisé aussi, voilà, par exemple, Model beaucoup par la suite à propos des mortgages, des prêts immobiliers, Models for Discrete Data, le titre ne dit pas grand-chose, mais en fait, il y a des choses extrêmement importantes là-dedans, comme la régression logistique, voilà, qui est une méthode que j'ai utilisée, modèle log linéaire. Ici aussi, voilà, un livre que j'ai beaucoup utilisé, Applied Longitudinal Data Analysis, modéliser le changement et l'occurrence, l'apparition d'événements. Voilà. Bon, ça ne dit pas grand-chose, mais par exemple, les compagnies d'assurance utilisent ce type de méthode de calcul de la survie, voilà, d'une personne, de quelque chose. Et moi, j'ai utilisé ça pour en faire un modèle de survie d'un mortgage, d'un prêt remboursable, d'un prêt aussi qu'on peut refinancer pour aller en prendre un autre à un taux plus intéressant, des choses de cet ordre-là. Donc, 18 années de travail sur un malentendu que j'allais utiliser des techniques d'intelligence artificielle et puis pas. Pourquoi je vous raconte tout ça?
Parce que quand je raconte cette histoire maintenant, je me rends compte qu'elle est devenue fausse. Elle est devenue fausse parce que tout ce dont je vous ai parlé, toutes ces méthodes de statistique avancée, toutes ces méthodes de probabilité, de combinatoire, tout ça, on appelle ça maintenant de l'intelligence artificielle. Voilà ma petite astuce. A posteriori, avec la redéfinition du terme, j'ai fait de l'intelligence artificielle. Or, pendant toutes les périodes où je l'ai fait, sachant ce qu'on appelait intelligence artificielle, je dirais au plus au niveau véritablement d'expert, je considérais que ce n'était pas de l'intelligence artificielle. Et là, voilà déjà un malentendu qu'il faut résoudre d'une certaine manière si on répond à la question l'intelligence artificielle existe-t-elle? Ça dépend comment on la définit. Dans le domaine des spécialistes, on a eu tendance depuis le début à que quand une technique était véritablement mise au point et qu'on passait à autre chose, de considérer que c'était plus de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, oui, c'était en réalité des statistiques avancées, oui, c'était de la combinatoire, oui, c'était de l'analyse voilà, de réseau, mais finalement, c'est une des méthodes statistiques qu'on utilise là-dedans, voilà, ou des méthodes d'optimisation de divers types, etc. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, on voit comment on l'a bricolé et on voit qu'il n'y a pas, comme il n'y avait pas question véritablement d'intelligence là-dedans, que c'était de résoudre un certain type de problème, on appelle ça autre chose. Et c'est pour ça que vous verrez des grands spécialistes d'intelligence artificielle qui vous diront très doctement que l'intelligence artificielle n'existe pas encore, que oui, on va peut-être un jour en faire, mais qu'on est encore très très loin de réaliser ça. Bon, ce qui paraît bizarre parce que, à l'inverse, dans le domaine en particulier des juristes, on appelle de plus en plus intelligence artificielle simplement toutes ces techniques de statistiques avancées ou bien d'algèbre, de modèles géométriques et ainsi de suite. On appelle tout ça maintenant parce que on confond l'intelligence artificielle avec en fait la notion d'algorithme. Et qu'est-ce que c'est l'algorithme? C'est simplement une procédure qui vous permet de faire quelque chose, de transformer par exemple un nombre en un autre nombre ou de faire apparaître quelque chose en sortie qui n'est pas ce qu'on avait. C'est une sorte de synthèse des éléments qu'on avait dispersés au départ. Alors, l'intelligence artificielle existe-t-elle? Difficile à dire. Par ailleurs, ce qui est apparu, et ça je viens déjà de le dire, dans deux définitions de l'intelligence artificielle, celle je dirais de la vie quotidienne, des revues de vulgarisation, des juristes, des administrations, on appelle intelligence artificielle autre chose que ce que les techniciens appellent intelligence artificielle. Et alors là, un problème que j'ai vu à d'autres niveaux, à d'autres endroits. Par exemple, dans la finance, dans la banque, un dialogue est-il possible entre les banquiers, les dirigeants des banques, et les techniciens, les programmeurs qui font la programmation de ce qui se fait en arrière-plan? Et là, on m'a souvent mis dans le rôle de l'interprète. Bon, je ne faisais pas que ça, mais fort de pouvoir parler aux banquiers et de leur expliquer dans des mots que les banquiers comprennent, ce n'est pas une question de QI, mais c'est une question de vocabulaire, de ce que font les informaticiens. Bon. Et en direction inverse, d'expliquer à des informaticiens qui sont des gens intelligents, sinon ils ne feraient pas ce qu'ils font, mais qui ne comprennent pas du tout la logique nécessairement de la finance, leur expliquer ce que les financiers veulent, comment ça marche, et ainsi de suite. Voilà, j'ai passé des heures devant des tableaux noirs, soit m'adressant à des banquiers leur expliquant que fait véritablement le logiciel et comment il faudra qu'ils expliquent leurs problèmes pour que d'une certaine manière on le transforme en informatique, et en sens inverse, avoir participé à des réunions au haut niveau et de me retrouver devant, en général à la cave à ce moment-là, devant les informaticiens, je veux dire dans des locaux où il n'y a pas nécessairement des fenêtres, qui sont souvent reculés, qu'on met de manière assez infamante d'ailleurs, leur expliquer ce que veulent les banquiers, de leur traduire ce langage de finance en quelque chose qui pourra être écrit comme un algorithme. Donc, confusion dans le public entre la notion d'algorithme, une procédure mathématique qui va faire quelque chose, qui va transformer une chose en une autre, et intelligence artificielle. Et
Difficulté, c'est que les gens qui parlent d'intelligence artificielle sont en général des gens qui n'y comprennent absolument rien et de manière extrêmement gênante, et surtout pour des gens qui, voilà, qui comme moi, jouent un peu le rôle d'interprète là aussi entre le monde des spécialistes de l'intelligence artificielle et des gens qui en parlent. Alors, je prends au hasard, c'est pas au hasard, je recherchais parce que je m'en souvenais, je vais vous lire un petit passage ici. C'est un article qui s'appelle Une arme de discrimination massive. C'est dans un numéro spécial d'une revue consacrée à IA, du mythe à la réalité. Et dans cet article, on vous raconte un certain nombre de choses et on vous dit à propos du fait que un algorithme classe de manière apparemment, je dirais, injuste les curriculum vitae des femmes par rapport aux hommes. La cause de cette discrimination est simple, ce sont des hommes qui produisent les algorithmes et programment ces machines. Les développeurs intègrent leurs propres idées reçues dans leurs lignes de code. La sous-représentation des femmes dans ce secteur n'est pas pour rien dans la diffusion de ces préjugés. Et le journaliste en question, je ne vais pas dire son nom parce que c'est très grave de faire des erreurs de ce type-là, mais c'est un homme. Voilà. Et donc, on nous dit, il y a une discrimination faite par la machine, par l'algorithme, par l'intelligence artificielle. Et c'est probablement, non, on ne dit pas c'est probablement, c'est dû au fait que ce sont des hommes qui rédigent les lignes de programmation et qui vont faire que, voilà, qu'à l'arrivée, les préjugés des hommes vont se retrouver dans les décisions de la machine. Dire une chose, ce qui est dit là est faux. C'est même impossible. Il n'y a pas moyen de faire ça parce que dans ce qui va être fait par la machine, ça dépend entièrement des données qui lui sont données et absolument pas de la manière dont le code a été rédigé. Je donne un exemple, c'est un exemple classique, je ne sais même pas s'il a vraiment eu lieu, mais enfin bon, c'est des choses qu'on raconte et on pourra aller voir si ça a vraiment existé. Un premier programme d'intelligence artificielle confond un homme africain ou afro-américain avec un gorille. Voilà. Et on dit, bon, c'est probablement parce qu'il y avait un raciste qui a dû rédiger quelque part des lignes de programmation, et ce raciste a inscrit son racisme dans ce qu'il a écrit là, et la machine a reproduit ça. C'est impossible. C'est impossible. On pourrait essayer de le faire. Bon, mais alors ce ne serait pas vraiment un programme d'intelligence artificielle, ce ne serait pas du deep learning. En fait, on a utilisé de l'apprentissage en profondeur qu'on a utilisé pour faire ça. Non, ce sont les données. Ce sont les données et le monde tel qu'il est. Voilà, parce qu'il faut tout de suite ajouter les données et le monde tel qu'il est. Parce qu'en général, les données ne sont pas biaisées, elles représentent le monde tel qu'il est. Alors, prenons cet exemple extrêmement simple de cet algorithme qui aurait confondu une personne d'origine africaine de peau noire avec un gorille. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est du même ordre en fait que cette masse logicielle pour la conduite automatisée d'une machine, d'une voiture, pardon, et qui produit un accident parce qu'un camion, un poids lourd s'est mis totalement en travers et sa paroi est blanche et l'intelligence artificielle n'est pas parvenue à deviner qu'il s'agissait en fait d'un véhicule et pas du tout du ciel comme ça a été confondu. Bon, alors dans les deux cas, d'où vient l'erreur ? Dans le cas du camion, je dirais c'est assez simple parce qu'un être humain ferait la même chose et ferait la même erreur, donc en fait exactement le système d'apprentissage automatique a fait la même erreur qu'un être humain. D'où vient le problème alors ? C'est que nous sommes très tolérants au fait que les êtres humains font des accidents et ça ne nous étonne pas tous les jours de voir que il y a eu autant de morts sur les routes. Mais quand nous faisons de la conduite automatisée par des machines avec de l'intelligence artificielle qui la dirige, notre tolérance est zéro. Là, on ne veut plus on ne tolérera que la machine le fasse toute seule, que le jour où on ne fera plus jamais aucun accident. Voilà, la tolérance est zéro. Donc, le jeu n'est pas égal. On ne peut pas dire, oui, les êtres humains font beaucoup mieux que la machine. Non, non, on demande à la machine de faire beaucoup mieux que l'être humain. Dans le cas de la confusion
du logiciel, de l'algorithme entre une personne africaine et un gorille. Voilà. D'où vient la confusion? La confusion vient de la couleur. Bon. Euh, je prends deux noms au hasard, Madame Ursula Andress, voilà, vous voyez peut-être encore qui est cette actrice, et Monsieur Sidney Poitier. Madame Ursula Andress est considérée comme une très belle femme, Monsieur Sidney Poitier est considéré à très juste titre comme un très bel homme. Bon. Un système tout à fait, je dirais, primitif de reconnaissance voilà, des personnes va être influencé par la couleur. Bon. Et confondra moins facilement Madame Ursula Andress avec un gorille que Monsieur Sidney Poitier à partir simplement de la couleur de la peau. Dans le cas du gorille, c'est pas la peau, c'est son pelage, mais son pelage est noir. Monsieur Sidney Poitier est une personne dont la pigmentation est extrêmement foncée. Un programme qui ne marche pas bien va confondre plus facilement Monsieur Sidney Poitier avec un gorille que Madame Ursula Andress. Il ne faut pas chercher très très loin, c'est pas très compliqué. Ce qu'on voit beaucoup pour le moment, en fait, quand on dit que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas, c'est pour deux raisons. C'est en raison de ce qu'on appelle le politiquement correct. On voudrait qu'une machine spontanément connaisse toutes les règles du politiquement correct et de fasse exactement comme un être humain, c'est-à-dire modifie son opinion non pas en raison des faits eux-mêmes, mais en raison de principes, de règles, voilà, qu'on ne peut pas dire ça, qu'on ne peut pas faire ça de ceci, de telle et telle manière. Et par ailleurs, l'existence des données. Et les données elles-mêmes, en général, n'ont aucune notion du politiquement correct, à moins qu'on ait déjà fait un tri en fonction de cela. Et par conséquent, les données sont les données. De la même manière qu'il est vrai que la pigmentation de M. Sidney Poitier est plus foncée que celle de Mme Ursula Andress et se rapproche de celle du gorille en termes simplement de couleur, de nuances de couleur. Alors, je vais vous donner un exemple connu, bien qu'il n'ait jamais été analysé véritablement de la manière que je vais dire, la carte de crédit de la compagnie Apple. Bon, la carte de crédit de la compagnie Apple, elle allait se fonder dans l'allocation, dans l'attribution d'une somme maximale que la personne peut emprunter à partir de sa carte de crédit ou en dépenses. Elle allait se fonder sur une intelligence artificielle à partir de toutes des données, une multitude de données de consommation, et elle allait prendre une décision. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au sein d'un même ménage, l'épouse, la femme, a une limite de crédit beaucoup plus basse. On lui attribue une limite beaucoup plus basse qu'au monsieur. Voilà. Et M. Wozniak, un des fondateurs avec M. Jobs, précisément de la compagnie Apple, se trouve dans cette situation que son épouse, à lui, n'a pas droit à emprunter à partir de sa carte une somme aussi importante que lui. Et ça se reproduit absolument partout, c'est systématique. D'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, c'est un grand scandale. On demande à la compagnie Apple d'expliquer ce qui s'est passé. Ils regardent tout ce qu'ils ont fait et disent on est désolé, mais c'est comme ça que on n'a rien trouvé de suspect. La compagnie Goldman Sachs qui allait sur le plan financier, la banque Goldman Sachs qui allait sur le plan financier garantir l'argent qui allait être déposé, eux aussi font leur enquête, on trouve absolument rien. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que l'intelligence artificielle avait fait correctement son boulot. Voilà. Ce n'est pas une question de programmation écrite par X ou Y, tout ça a été bien fait, mais les données sont les données. Les données n'étaient pas biaisées non plus, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'oniomanie. Ça a été inventé, découvert, appelé comme ça dans les années 1880. C'est un désordre de la personnalité qui fait que la personne fait des achats compulsifs. La personne fait des achats compulsifs et c'est de l'ordre d'un désordre. Voilà, c'est de l'ordre d'un désordre, c'est étudié à partir de ces années-là. Il y a même donc un terme inventé, oniomanie, et des études sont faites. Ce qui se passe dans les années récentes, c'est qu'on essaye de faire disparaître de fait
dans la présentation des données, on essaie de faire disparaître entièrement la différence de comportement des hommes et des femmes sous ce rapport. Voilà. Donc, par exemple, dans les articles anciens, ceux du 19e siècle, on vous dit que c'est quelque chose qui touche bien davantage les femmes que les hommes. Bon. Dans les articles récents, on ne le fait pas. Mais les données apparaissent de manière indirecte parce qu'on vous dit, par exemple, on a fait l'étude sur un échantillon de tant de personnes. Et dans une étude que j'ai vue, j'ai retenu les chiffres par cœur, on a fait l'étude sur 171 personnes qui s'étaient présentées volontairement, ou dirigées plus ou moins par un médecin, par un psychiatre, etc., par un hôpital en tout cas. Les gens se sont proposés volontairement pour une étude de ce trouble du comportement. Et dans l'échantillon de cet article très sérieux sur le sujet, on a effectivement un échantillon de 171 personnes qui sont venues volontairement. 150 de ces personnes sont des femmes et 21 de ces personnes sont des hommes. Voilà. Ça vous donne une idée, voilà, du fait que c'est quelque chose qui touche plus ou moins un certain type de personnes. Alors, qu'a fait la carte Apple, l'intelligence artificielle de la carte Apple? Elle a pris toutes les données. On nous dit, oui, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à discriminer entre les hommes et les femmes? Parce que, en plus, dans la loi américaine, il est interdit de faire entrer dans les données le fait que c'est un homme ou une femme qui les rentre. Comment se fait-il que malgré que la variable sexe, le genre n'était pas entré, qu'est-ce qui s'est passé? La machine, qui est intelligente, a découvert que il y a un certain type de personnes que la machine n'a même pas nommé, qui achètent plutôt des soutiens-gorge, qui va plutôt acheter dans un tel type de magasin, qui achète certains jours, qui dépasse la limite sur la carte de crédit, etc. Elle va trouver qu'il y a une corrélation entre le fait que un certain nombre de personnes achètent des soutiens-gorge et qu'elles dépensent trop dans des magasins. Est-ce que c'est un biais? Ce n'est pas un biais, c'est comme ça que c'est. Voilà. Est-ce que c'est un biais? Est-ce qu'il faut faire ensuite? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Une fois qu'on voit que les limites à l'intérieur d'un même ménage, les limites de crédit ne sont pas les mêmes entre l'homme et la femme. Et les gens comme Wozniak avaient dit, oui, mais on a un compte commun à la banque, comment est-ce possible? Oui, mais quand il y a un FICO score aux États-Unis évalue la capacité de crédit, c'est au niveau d'un ménage et pas au niveau d'une personne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, parce que la machine a eu accès à des données extrêmement détaillées et a pu faire émerger avec la régression logistique, avec toutes les méthodes, elle a fait émerger qu'il y a quelque chose dont elle ne connaît pas le nom, mais qui se conduit de telle et telle manière, et comme je l'ai dit, qui achète des soutiens-gorge et qui dépense trop dans les magasins. Quand une étude a été faite par la compagnie Apple, on a demandé à un certain nombre de sociologues, de spécialistes, de dire ce qu'il fallait faire. Bon. Et il y a une spécialiste, une dame, je ne crois pas qu'elle ait, d'après ce qu'elle dit, expliquait, à mon avis, elle n'avait pas des connaissances extrêmement approfondies en informatique. Elle a dit la chose suivante. Eh bien, il faut obliger la loi à renverser cette interdiction de voir s'il y a des hommes et des femmes, et il faut au contraire utiliser cette information, mais dans un seul but, pour corriger des discriminations qui apparaîtraient par la suite. Et voilà le problème devant lequel on est. On a des choses, il y a des techniques avancées maintenant d'informatique qui permettent de faire des calculs extrêmement précis et qui permettent de faire des calculs à ce point pointus, rapides, sur des données en des quantités tellement astronomiques que des êtres humains n'envisageraient même plus de faire ça. Et tout cela nous donne une certaine représentation du monde, qui est la représentation du monde tel qu'il est, mais pas tel que nous voudrions qu'il soit. Et par conséquent, nous disons que la machine a des préjugés quand elle révèle les nôtres par rapport aux données.
parce que nous avons pris l'habitude, nous, de faire ce qu'on appelle voilà, de la discrimination positive, qu'à tout moment dans la journée, c'est ce qu'Aristote appelait la philia, de la bonne disposition que nous avons, de faire comme si des différences qui existent en réalité, comme si elles n'existaient pas, bon, de passer par-dessus, de donner d'accorder un préjugé favorable à des personnes dont nous savons que la société a tendance à la discriminer. Nous faisons ça gentiment, c'est dans une bonne intention, et ça corrige effectivement des choses qui sont l'attitude spontanée des êtres humains. Et quand la machine ne le fait pas, parce qu'on ne lui a pas dit de le faire, on dit la machine est biaisée. Non, la machine voit les choses telles qu'elles sont. Mais nous ne sommes pas prêts à ça. Mais nous disons la machine est stupide, nous disons elle n'est pas encore intelligente, puisqu'elle n'utilise pas tous nos critères du politiquement correct par rapport aux données telles qu'elles sont. Alors, l'image que je donne là de l'intelligence artificielle, elle est un peu plus complexe, elle n'est pas l'image simplifiée, qu'il y a des gens qui écrivent des lignes de code, et parce que ce sont des vieux machos, ils vont discriminer les femmes dans ce qui va sortir en sortie. Non, c'est plus compliqué ça. C'est plus compliqué que cela. La difficulté aussi, c'est que nous sommes dans une société ultralibérale où on veut rien réglementer. Alors, on nous produit, et ça, je lisais hier un excellent texte d'Yves Poulet, qui est mon collègue à l'Université catholique de Lille, on refuse absolument d'interdire ce qu'il faudrait interdire, et on fait des grands comités d'éthique, et les grands comités d'éthique disent qu'il faudrait plutôt faire ceci ou pour cela. Comptons sur l'autorégulation, que le domaine lui-même comprendra que pour son image vis-à-vis du public, que pour blablabla, il faut qu'il corrige les choses. L'autorégulation, moi j'ai observé l'autorégulation dans les banques pendant 18 ans, l'autorégulation, ça fait aucune différence. Il n'y a pas d'autorégulation. On ne fait pas des choses contre son intérêt, une banque ne va pas faire des choses contre son intérêt en imaginant l'intérêt général ou du marché de manière tout à fait globale et ainsi de suite. Ça ne se fait pas, il ne faut pas compter sur l'autorégulation. Mais nous sommes dans un domaine où ce qu'il faudrait réglementer, nous ne le faisons pas et nous mettons des comités d'éthique par milliers où dans la plupart des gens qui en fait, quand vous voyez les discussions, les comptes rendus de ces comités d'éthique, vous voyez que la plupart des gens dans ces comités d'éthique ne savent même pas ce que c'est l'éthique. Ils seraient même incapables d'en donner une définition. Mais on considère, c'est comme l'argent, où chacun considère qu'il peut être un spécialiste de l'argent, parce qu'il en a dans sa poche. Là même pour l'éthique, on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et chacun considère qu'il peut vous donner une opinion là-dessus. Voilà. Alors, en vitesse, une opinion de quelqu'un qui a été un spécialiste en intelligence artificielle et qui recommence à l'être sur le fait qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. La conclusion n'est pas très claire. Je vous ai donné un certain nombre d'éléments et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire dans la situation présente. Voilà, allez, à bientôt.